Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 16 avril 2021. Alors, vous l'avez constaté, je ne suis pas dans la librairie, je ne suis pas non plus sur la terrasse, je suis dans l'atelier de Fabienne, qui est en train de subir d'importantes modifications, car Fabienne a écrit une pièce de théâtre qu'elle a appris par cœur, qui est une sorte de performance également. J'ai bien hâte de vous faire découvrir la bande-annonce. J'attends le OK de sa part. Et, euh, et sans doute, vraisemblablement en tout cas, elle va la jouer ici dans son atelier, dès que les conditions sanitaires le permettront. Alors aujourd'hui, ce soir, j'ai j'ai commencé à faire de l'ordre dans les catacombes. J'ai exhumé une trentaine de cartons que je vais offrir à un ami qui va ouvrir une librairie dans le bas du fleuve, région magnifique. Le bas du fleuve avec ce fleuve qui est comme une mer. Hein, et quand l'eau se transforme, quand elle devient l'eau quand elle devient saline. C'est quand même assez extraordinaire ce passage de l'eau douce à l'eau mer. Il y a une petite période aussi où les deux eaux s'entremêlent. C'est extraordinaire le fleuve Saint-Laurent qui est majestueux, qui est plein de vie, qui est plein de qui a plein d'oiseaux, d'animaux. Et évidemment, quand le fleuve se jette dans la mer, et là, eh bien, c'est les baleines qu'on peut voir apparaître. Alors donc, ce que je vais vous montrer, ce que je vous montre ce soir, c'est Le Voyageur n'a pas fini de voyager. C'est un collectif consacré à Benjamin Fondane, des textes inédits de Benjamin Fondane. Bon, Benjamin Fondane, qui est né en Roumanie, qui est arrivé en France, qui a adopté le nom de Fondane, et, euh, et qui a péri lui aussi dans un camp de concentration. Alors que rien n'y obligeait, il a appris que sa sœur avait été déportée dans l'un de ces camps. Et de son propre chef, il s'est rapporté aux autorités et qui l'ont expédié rejoindre sa sœur dans la mort. Il a été également un disciple de Léon Chestov. On reste avec Chestov. Et il a écrit un très 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 beau livre sur Rimbaud et également sur Baudelaire. Mais on lui doit aussi cet extraordinaire poème Ulysse, qui à mon avis, en tout cas qui est un de mes poèmes préférés, j'avais commis il y a déjà plusieurs années, une petite vidéo, petite lecture sur Ulysse, que je vais vous partager, je vais me partager en note de bas d'écran. En note, oui, de bas d'écran. Alors, ce livre, Le Voyageur n'a pas fini de voyager, je l'ai acheté à Paris en septembre 1997 dans une librairie qui s'appelait Monolizet et qui était une librairie d'occasion et de solde qui était assez grande et il y avait un sous-sol, un grand sous-sol où on y faisait d'extraordinaires découvertes. Entre autres, j'y ai rapporté plusieurs revues des surréalistes de la troisième génération. J'ai mis un certain temps avant de comprendre ces trois générations de surréalistes. Et, je ne saisissais pas, en fait,
pour moi, le moment fort du surréalisme, c'est les deux manifestes, c'est L'amour fou, c'est Nadja, c'est certains textes d'Aragon. Et j'avais du mal à saisir que l'aventure surréaliste ait pu continuer jusqu'à la fin des années 60. Pour moi, c'est quelque chose qui m'apparaissait assez incongru. Mais je comprends, vous invite à aller voir le film qu'on peut trouver sur Vimeo, sur Annie Lebrun, qui a appartenu d'une certaine manière, mais qui a réussi à se dégager, à écrire une œuvre, mais tout en restant extrêmement fidèle à la fois à l'écriture et à la philosophie d'André Breton. Mais je m'égare. Mais les souvenirs de quête de livres, alors je me revois dans ce sous-sol de cette librairie Monolizet, qui était pas loin, si ma mémoire est bonne, mais j'ai un sens de l'orientation assez fatal. Je me perds même dans ma propre ville. Je serais le genre à me perdre même dans ma propre maison. Et il me semble que c'était près de Beaubourg. Il me semble. Pourtant, Paris, c'est une petite ville, mais se perdre dans Paris, quel bonheur. Hein? Prendre une... On se perd, mais comme il se traverse assez rapidement à pied, eh ben, on finit toujours par retrouver des repères. Hein? On finit toujours par... Mais les images qui nous proviennent de Paris, en ce moment, c'est un Paris déserté, complètement déserté. C'est saisissant ce qui se passe. Hein? Alors donc, ce qu'on retrouve dans ce collectif, qui a été publié à la fois aux éditions L'Éther Vague et chez Patrice Thierry, éditeur. Alors, c'est des textes et documents qui sont réunis et présentés par Patrice Beurré et Michel Carassou. Je vais vous lire une lettre. On va rester dans notre... On va continuer avec... Attendez. Je vais vous lire la lettre, une seule lettre. Il y avait celle de Jean Val à Fondane qui dit... en fait, je vais vous lire la lettre de Jean Val à Fondane. 44 rue de la Pompe, Paris 16, le 9 juin. Je présume que c'est le 9 juin 1936. Cher monsieur, j'ai lu votre livre avec un vif intérêt et j'ai été très touché des mots que vous avez mis sur votre carte, merci. Hélas, je ne puis pas lire Chestov, pas plus que je ne puis lire Voltaire. Je crois que c'est parce que je connais par trop, et depuis de trop longues années, l'ironie et aussi le désespoir. Je n'ai pas besoin de ce qui est trop moi, je sais d'ailleurs que vous ne me croirez pas sur ce point. Cela dit, et donc à condition que je ne sois pas forcé de lire Chestov, qui m'est illisible, je vous suis avec beaucoup de sympathie. Sans doute il y a des auteurs que vous faites mieux comprendre que d'autres, et je ne crois pas que votre interprétation de Bergson fasse comprendre ce qu'il y a de plus profond chez Bergson, alors que votre interprétation d'Heidegger fait, il me semble, comprendre ce qu'il y a de profond chez Heidegger. Sans doute, il me semble qu'il y a une sorte de fixation de votre pensée sur certaines formules. Seconde dimension de la pensée, zone polaire et équatoriale, tirer la langue, qui fait que lorsque vous rencontrez les idées, vous croyez être délivré, ce qui m'arrive aussi devant les deux premières, au moins parfois, et je ne comprends toujours pas votre réponse aux évidences. Ce n'est pas qu'elle soit impertinente, c'est plutôt qu'elle ne me paraît pas pertinente.
j'aimerais que vous m'éclaircissiez un point. Si vous vous révoltez contre la raison, est-ce à la façon de Chestov ou bien à la façon de James, qui veut les choses dans leur plénitude, ou à la façon de Laurence, qui veut les hommes dans la plénitude? Si vous êtes avec James ou Laurence, je serai avec vous. Je crois, je sais d'ailleurs que Laurence apprécie Chestov. C'est cependant très différent. Enfin, je ne vous suis pas non plus dans votre amour de l'absence de contrainte. Il y aurait là beaucoup de choses à dire, que je vois mal pour le moment. Entre autres, que les idées mêmes de la nécessité et de liberté sont peut-être toutes deux également des pseudo-idées. Il y a peut-être un moment où on est débarrassé de la peur de la contrainte, sans passer par l'impossible. La peur de la contrainte est la pire contrainte. Nietzsche l'a bien vu. Tout cela dit, quand vous écrivez, il s'agit désormais de vivre sa recherche hors les catégories de la pensée, hors le bien et le mal, hors les preuves. Je suis si évidemment avec vous qu'avec mes yeux, cela ne vaut même pas la peine que je le dise. Croyez, je vous prie, à toute la sympathie avec laquelle je suis le développement de votre pensée, de laquelle j'écoute les éloquentes proclamations. Derrière elles, je devine ce qu'il y a de sous-entendu, la méfiance des mots comme la méfiance des idées. Et cela, je l'aime beaucoup mieux que l'éloquence. Jean Val. Je ne résiste pas à l'idée de vous lire ce qu'a écrit Rachel Bespaloff à Benjamin Fondane, Saint-Raphaël, le 14 juin 1936, boulevard de Nice. Mon cher Fondane, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Je ne parle pas du gâchis universel où nous allons tous sombrer, mais de ma chétive personne. Vous me direz qu'il n'y a pas de limite au pire et que le destin pourrait me réserver de plus justes raisons de me plaindre. Bon. Laissons donc une marge pour le pire, j'y consens. Malheureusement, j'ai l'esprit si mal fait que cela ne me console guère. Ce piétinement, jour après jour, dans l'attente d'un miracle, dont on sait qu'il ne surviendra pas, et la désobligeante certitude d'être fichu, n'ont vraiment rien de réjouissant. J'en suis à ce point où la fatigue, lorsqu'il est interdit de s'y abandonner, se tourne en exaspération contre soi-même. Il n'y a décidément pas de grâce d'état qui tienne contre l'extrême lassitude. Ce que j'en dis n'est pas uniquement pour la satisfaction de gendre, mais pour vous expliquer et vous prier d'excuser l'invraisemblable retard que j'ai mis à vous remercier de votre article des Cahiers du Sud, l'un des mieux venus que j'ai lu de vous, et de l'envoi de votre beau bouquin. Je viens de lire tout d'un souffle 3 de vos études, La conscience malheureuse, Husserl, Bergson et Freud, et je ne veux pas attendre davantage pour vous dire tout le bien que j'en pense. J'admire ce ton de l'attaque brusquée et de la riposte agile, cet art du coup bien asséné, dans le défaut de la cuirasse, qui atteint l'ennemi au centre vital de sa résistance. Cet âpre rythme d'une dialectique soucieuse, d'empoigner la difficulté par le plus court et de ne pas vainement parader autour d'elle. Il me plaît aussi qu'en affrontant l'adversaire, vous refusez de le diminuer et ne cherchez d'abord en l'attaquant qu'une occasion de triompher de vous-même. Qu'il s'agisse de Bergson, de Freud, de Husserl, et je tiens à votre étude sur Husserl pour une rare réussite, c'est à l'assise même de la construction que vous portez le coup de pioche. À ces postulats insidieux qui, une fois admis, ferment toute issue à la pensée.
J'avoue que pour ma part, il ne m'a pas déplu d'être malmené avec cette partialité fougueuse, mais lucide, qui ne rétrécit jamais le débat. Ce qui nous sépare, c'est, à vrai dire, un point capital qui, chez vous et chez moi, est l'expression d'une donnée première de la sensibilité. Tout se résout pour vous à une lutte entre, ouvrons les guillemets, le savoir qui conseille obéissance et, ouvrons une autre, d'autres guillemets, l'espoir qui accueille rébellion. Pour moi, plus je vais, plus il me semble que sous le malheur de la conscience, il y a d'abord le malheur de l'existence même. Avant d'être, entre guillemets, accablé de sa propre connaissance, l'existence succombe sous son propre poids. En quelque sorte, le péché originel, mais aussi la possibilité de salut, m'apparaissent consubstantielles à l'existence. Je crois que toutes les séductions du serpent fussent restées vaines et que jamais l'arbre de connaissance n'eût été préféré à l'arbre de vie, si, à sa racine même, celui-ci ne portait une blessure. C'est parce qu'elle fournit à l'existence un alibi que la raison nous tient ensorcelés, prêts à toutes les mutilations. Non, je ne pense pas du tout que les primitifs possèdent plus de réel que nous. Partout, la même angoisse et le même pourquoi. Là où le primitif se sauve dans la magie, nous nous évadons dans la science. Vous voyez, on ouvre les guillemets, la source primitive de notre dissentiment intime, dans le conflit entre deux pensées antagoniques irréductibles. Fermons les guillemets. Pour moi, ce conflit n'est que l'écho d'un conflit plus obscur, d'un malaise plus caché, d'une lésion plus profonde. De là que l'on n'en a jamais fini avec l'éthique, dont les 7 têtes, comme de l'hydre de Lerne, renaissent aussitôt coupées. Il suffit de suspendre l'éthique pour qu'il en surgisse une nouvelle. Il suffit de transcender le bien et le mal pour qu'un nouveau bien et un nouveau mal nous enchaînent. Entendez-moi bien, je ne conteste nullement que votre insurrection contre l'absolutisme de la raison soit pleinement justifiée. La raison voudrait nous persuader que la seule réponse à l'homme, c'est non seulement l'homme même, ce qui ne serait pas si mal, mais cela seul, dans l'homme, qu'elle juge essentiel, elle-même. Contre cette prétention, il est bon que vous éleviez la protestation la plus passionnée. Et l'on ne dira jamais assez la libération que Chestov apporte à la pensée en cassant les vitres contre quoi elle se cogne. Mais que peut la seule pensée, même libérée? Si sa puissance se mesure précisément à son courage d'affronter l'échec, n'est-ce pas un signe que l'existence, bien avant le règne du savoir, étant toujours conscience d'elle-même, n'a jamais été sauve? Sur un point, en tout cas, nous sommes pleinement d'accord. Ouvrons les guillemets. La recherche est donnée dans la contradiction et le réel, dans l'échec de toute tentative de l'appréhender. S'il est une chose dont je suis intimement persuadé, c'est bien de la vérité de ces paroles. Là-dessus, je vous quitte, mon cher Fondane, en vous remerciant de m'avoir, par votre livre, ranimé et arraché pendant quelques instants à l'ineptie de la vie de tous les jours. Bien cordialement à vous, Rachel Bespalov.
En mars 1944, dénonçait la Gestapo, Fondan est envoyé au camp de Drancy, en même temps que sa sœur Lynn. Paulan, Sioran et Lupasco obtiennent sa libération du camp, mais pas celle de Lynn. Fondan refuse de quitter Drancy en y laissant sa sœur. En mai, il est déporté à Auschwitz et le 30 octobre, il est gazé à Birkenau.